Parce que d'un côté, la tendance qui semble prévaloir pendant longtemps, je dirais, c'est une tendance qui a considéré tout cet intérêt porté à la chose amazigh, à la langue, la culture amazigh, comme relevant d'une recherche forcenée de l'identité, et que cette recherche est généralement interprétée comme une recherche identitariste qui se définit en s'opposant à l'identité arabe, à la langue arabe, à la culture arabo-musulmane, etc. Et moi je pense que c'est un pseudo-argument, il s'inscrit un peu dans la logique de ce qu'on appelle la phobie du communautarisme. Toutes les fois qu'il y a des manifestations de l'identité, on interprète la chose comme étant potentiellement une source de danger pour l'unité nationale, pour la cohésion de la communauté nationale. Certes, il existe à travers le monde un certain nombre d'expériences malheureuses où l'identité a été mobilisée à des fins de discrimination. Alors, à l'inverse de cette tendance, j'ai présenté une autre approche que les sociolinguistes, enfin, un courant particulier de la sociolinguistique française appelle la glottopolitique. La glottopolitique se fonde essentiellement sur disons, la prémisse suivante. La langue ne peut pas être étudiée de manière immanente, intrinsèque, c'est-à-dire une approche qui conduirait à analyser, avec finesse, certes, les structures de la langue, mais en dehors du contexte social dans lequel la langue agit, intervient, est mobilisée, est investie, etc. Donc la glottopolitique considère que la langue est, je dirais, de manière intriquée, si je puis dire, la langue est un produit social. La langue ne peut pas vivre en dehors du contexte social. Et que dans le contexte social, notamment dans les communautés où coexistent plusieurs langues, et c'est le cas de la majorité des communautés à travers le monde, eh bien, les langues n'ont pas le même statut, elles n'ont pas les mêmes fonctions. Et du coup, elles n'ont pas le même pouvoir. Alors, ce qui confère un certain pouvoir aux langues, c'est évidemment le pouvoir politique. C'est le capital que représente telle ou telle langue en fonction du statut qui lui est octroyé par l'institution. Donc la glottopolitique envisage les faits de langue comme des faits politiques. J'ai également introduit une approche qui, je l'espère, est une approche qui, disons, trouve un peu sa légitimité dans les droits humains. Et ça me semble être une approche très, très forte. C'est-à-dire que plutôt que de réclamer une certaine forme d'identification, d'identisation à la manière de ce que Khatibi a appelé l'identité folle, l'identité meurtrière, c'est-à-dire qui exclut les autres identités, une approche en termes de droits humains pourrait contribuer à, disons, accepter la différence culturelle et linguistique et à accepter également que les droits linguistiques et culturels font partie intégrante des droits humains. Alors ceci n'est pas du tout une évidence parce que chez nous, pendant longtemps, les associations des droits humains ont
écartés du champ de leurs préoccupations, ont écarté les droits linguistiques et culturels. Pendant longtemps, les associations des droits humains, le CCDH également, ont considéré que les seuls droits viables qui doivent être reconnus et qui valent le coup que l'on milite pour eux, ce sont les droits civiques, les droits économiques, les droits sociaux. Alors, il a fallu attendre quand même quelques décennies pour intégrer les droits linguistiques, les droits culturels, les droits de l'environnement dans la formation des droits humains comme étant une formation intégrale dans laquelle les droits linguistiques et culturels ont une place aux côtés des droits civiques, des droits économiques et des droits sociaux. Alors, lorsque je dis que depuis, on va dire, peut-être 2009-2010, notamment avec les recommandations de l'IER, les droits linguistiques et culturels ont été, je dirais, récupérés par le CCDH, mais de manière très marginale. De manière très marginale, ça veut dire que si vous lisez les rapports annuels du CCDH, il y a très très peu de choses qui concernent les droits linguistiques et culturels. Très très peu de choses. En fait, si l'on prend connaissance du dernier rapport, vous trouverez un paragraphe où il est question d'une rencontre qui a été organisée conjointement par le CCDH et par l'IRCAM. Alors, en dehors de cela, il n'y a pratiquement rien. Un exemple, le CCDH a institué un prix, et des prix même. Et parmi les prix, il y a un prix des droits linguistiques et culturels. Ce prix n'a pas été décerné durant plusieurs années, et lorsqu'il a été décerné, eh bien, le prix, comme les autres prix d'ailleurs, n'ont pas été donnés à ceux qui les méritaient. Donc, les droits linguistiques et culturels ne sont toujours pas considérés comme des droits humains ou comme faisant partie des droits humains de manière pleine et entière. Alors, les associations des droits humains comme le CCDH ne semblent pas connaître un certain nombre de documents extrêmement importants qui ont été élaborés par des organisations internationales en la matière. Par exemple, je peux dire que le Maroc, le Maroc n'a pas ratifié la convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle. De la même manière, ni le Maroc ni le CCDH n'ont ni signé, encore moins ratifié, la déclaration des droits linguistiques de Barcelone. Et alors, c'est tout à l'heure, notre grand maître Chomsky a signé cette déclaration avec d'autres, et beaucoup d'hommes politiques de tous les continents. La déclaration des droits culturels, élaborée par une organisation internationale basée à Fribourg, c'est un texte extrêmement intéressant. Il n'est ni signé, ni ratifié, ni reconnu par les institutions nationales. C'est dire que les droits linguistiques et les droits culturels ne sont pas encore tout à fait assimilés, y compris par les institutions idoines.
كم شنصور نصليو العصر والظهور والمغرب هذا السي رشيد ديتينا في الجامع. Alors, ça c'est quelques éléments concernant la problématique de la diversité culturelle et linguistique. Deuxième axe, on va aller tout de go, comme on dit, je vais droit au but. Moi je suis pour l'officialisation de la langue amazigh. Et fort heureusement, je ne suis pas le seul. Mais je comprends aussi qu'il y ait des citoyens, des organisations politiques ou autres qui ne soient pas d'accord avec cette position. Je peux le comprendre, d'où l'intérêt du débat. Alors, l'officialisation de la langue amazigh, est-ce que c'est une prétention, une lubie? Est-ce que c'est quelque chose d'inconcevable? Je ne le pense pas du tout. Et je vais verser quelques arguments en faveur de cette thèse. Je vais essayer de légitimer, en quelque sorte, le principe de l'officialisation de la langue amazigh. D'abord, je parlerai rapidement de la légitimité politique. La légitimité politique, ça veut dire pour moi que la reconnaissance de la langue amazigh en tant que langue officielle, c'est le résultat d'une analyse de la situation politique dans notre pays. Alors, quelques éléments. Dans notre pays, il existe, je dirais, une tendance forte qui est pour l'officialisation de la langue amazigh. Cette tendance, elle s'exprime aussi bien au niveau de la société civile. Nous connaissons les associations qui sont pour l'officialisation de la langue amazigh. Nous connaissons leur militantisme. Nous connaissons également le poids qu'elles ont dans notre pays. Le dernier venu peut-être sur la scène, c'est le mouvement du 20 février. Ce mouvement est pour l'officialisation de la langue amazigh. Les organisations politiques, on en compte au jour d'aujourd'hui 4 ou 5 qui sont pour l'officialisation de la langue amazigh. Et la société, je pense, d'une manière générale, mais ça le référendum en dira son mot, mais je pense qu'il n'y a pas de raison pour croire qu'il existe au niveau des, ce qu'on appelle peut-être vaguement les larges masses, je ne pense pas qu'il y ait un sentiment anti-constitutionnalisation, d'officialisation de la langue amazigh. Ça, c'est une vue, peut-être une vue de l'esprit. Donc, sur le plan politique, l'officialisation de la langue amazigh repose sur un certain nombre de faits et de considérants. L'officialisation de la langue amazigh a aussi un fondement historique. La langue et la culture amazigh, c'est quand même la langue et la culture, la population autochtone de ce pays. Donc, l'autochtonie, c'est un argument important en faveur de la reconnaissance de la langue et de la culture amazigh.